Bienvenue à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Ziad, je suis salarié d'Enercop Pays de la Loire. Ce soir, je vais tenter de faciliter ce webinaire, c'est-à-dire simplement de passer les plats, hein, très concrètement, mais aussi respecter le timing pour pouvoir vous libérer à 20 heures tel qu'on l'a convenu. Donc, on part sur un format d'une heure de webinaire. Le webinaire est enregistré pour information, puisque ensuite on, on permet sa diffusion et le fait de le visionner euh, ultérieurement. C'est d'ailleurs le cas, ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle un peu plus large qu'on propose aux sociétaires d'Enercop, mais pas que, sur des sujets qui sont importants pour les coopératives, qu'elles soient nationales ou régionales. On a eu un premier webinaire dans ce cycle de 5 webinaires qui a porté sur l'agrivoltaïsme. Donc mes collègues vont vous faire passer un lien sur le chat pour pouvoir accéder ce visionnage possible de ce premier webinaire pour les sociétaires, parce que ce sera sur le site du village. Donc, comme je vous le disais, on est en format webinaire, ce qui veut dire que vous, en tant que participant, vous n'avez pas la possibilité d'activer caméra et micro. Vous pouvez lever la main, mais ça ne sera pas très utile. Toutes les questions et les réponses que vous allez nous adresser passeront par le chat et ce seront mes collègues, qu'il s'agisse de Léna, Nina, Patricia, Sandrine, qui vont regarder entre eux et elles quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, quelles sont celles qui ont un lien très fort avec la présentation qui sera faite par mes collègues. Et donc, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, en tout cas des présentations de Marion, Corentin et Aurélie. Le sujet du soir, c'est un sujet important, la précarité énergétique. On a des sujets plutôt liés à notre cœur de métier, qui peuvent être la fourniture d'électricité, le développement des énergies renouvelables. Il y a aussi des sujets de société qui sont très importants pour Enercop, comme la maîtrise de l'énergie ou la justice sociale. Je ne vais pas en dire trop, pour laisser la place quand même à Marion et Aurélie de nous parler de la précarité énergétique. Mais c'est quand même un enjeu, une problématique grave qui touche un nombre croissant de personnes. Et ce webinaire, il s'inscrit dans une journée qui est plutôt une semaine, mais en tout cas qui est une journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, on en est à la 4e édition cette année. Elle est coordonnée par la Fondation Abbé Pierre et elle est co-organisée avec 23 organismes, dont Énergie Solidaire qui est représenté par Aurélie et Marion, qui vont nous présenter des éléments pendant ce webinaire. Et donc, l'objectif de cette journée, c'est bien de visibiliser ce phénomène qui est encore assez méconnu, pas très médiatisé. Donc, on va pouvoir en parler ce soir pendant une heure. En termes, normalement, je vais passer la présentation, c'est moi qui me la gère, donc vous me dites, les collègues, si ça fonctionne bien. Trop vite. Voilà, là ça doit être bon. Merci. Donc nous avons plusieurs personnes qui vont intervenir. Je le disais, Aurélie, Marion côté énergie solidaire, Corentin côté l'ALEC 07 qui va nous présenter aussi une expérience de rénovation dans une situation de précarité. Et donc, je me suis présenté, donc je vais pas en dire plus. Je vous ai rappelé les modalités. Les questions-réponses passent par le chat et on fera, nous, une sélection pour pouvoir avoir un temps d'échange avec nos intervenantes et intervenants à la fin du webinaire. En termes de programme, on a un premier temps assuré par Aurélie et Marion sur la précarité énergétique, sur ce qu'est ce phénomène, ce fléau, qui est un fléau à la fois social et environnemental. On présentera Énergie solidaire, qui est un fonds de dotation au service de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique. On parlera aussi du lien entre Enercop et Énergie solidaire, qui est une des actions assez fondamentales d'Enercop de lutte contre la précarité énergétique. Et on prendra le temps d'avoir un exemple d'action avec l'ALEC 07, de ce qui a pu être fait à partir notamment des fonds, de ce fonds de dotation sur un territoire. Donc là, on est en Ardèche. Voilà pour le programme. Je vais pas être plus long, c'est déjà trop long. Marion, Aurélie, je vous laisse la main sur voilà, la précarité énergétique. Merci beaucoup, Ziad. Alors, ce soir, on avait vraiment envie, dans un premier temps, de vous
représenter en fait ce qu'est la précarité énergétique pour qu'on puisse reprendre conscience collectivement à la fois de son impact, mais aussi des enjeux en fait qui lui sont liés. Vous allez le voir, c'est un phénomène relativement complexe, très répandu et qui s'aggrave. Donc, ça paraissait important pour nous de vous donner quelques éléments de compréhension. Alors, quand on parle de précarité énergétique, en fait, c'est important de reprendre les fondamentaux, quoi, c'est-à-dire la définition. Donc, on considère que une personne en situation de précarité énergétique, c'est une personne qui a vraiment des difficultés, voire une incapacité à se chauffer et à accéder au confort dans son logement, soit en raison d'un manque de ressources ou parce qu'il vit dans un logement en fait qui ne permet pas de réunir des conditions de confort optimales. C'est vraiment un phénomène qui peut s'inscrire dans une forme de spirale, c'est-à-dire que le manque de ressources va entraîner une dégradation de l'habitat, qui va lui-même entraîner des conséquences qui peuvent être vraiment importantes en termes de santé, en termes de bien-être général, ce qui derrière peut engendrer à nouveau des problématiques de ressources. Enfin, on va l'étudier tous ensemble dans cette soirée, mais c'est vraiment important de comprendre que c'est un processus et qu'il est très difficile, une fois qu'on est plongé dans le cycle infernal de la précarité énergétique, de s'en sortir. Donc la précarité énergétique, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu incontournable pour les pouvoirs publics et pour les collectivités sur les territoires, parce que c'est en plus un phénomène qui s'amplifie. Je veux bien, Ziad, que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Quelques chiffres en fait, alors celle d'avant, quelques chiffres donc celle d'après, ouais, pardon, qui nous paraissent importants pour que chacun ait bien en tête l'ampleur du phénomène. Donc aujourd'hui, la précarité énergétique concerne un Français sur cinq, ça veut dire 12 millions de Français, donc c'est vraiment pas rien. Et c'est un phénomène en constante augmentation puisqu'on sait qu'il est très corrélé à l'augmentation de la pauvreté, mais aussi à la hausse des prix de l'énergie, et puis à un parc immobilier qui est très peu performant. On a aujourd'hui une estimation de 4,8 millions de passoires énergétiques en France en 2023. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment à retenir. Slide suivante. Quelques autres chiffres pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Donc, on a 30% des Français qui ont déclaré souffrir du froid dans leur logement pendant au moins 24 heures, hein, qui est cette base d'une journée continue, est un indicateur qui permet de mesurer cette précarité énergétique. Et on voit que en 3 ans, ce chiffre a plus que doublé. On a également 42% des Français qui ont souffert de la chaleur, parce qu'on l'oublie souvent, la précarité énergétique, c'est pas seulement lié à la sensation de froid l'hiver, mais c'est aussi ce qu'on appelle les bouilloires thermiques, c'est-à-dire des logements qui sont pas du tout adaptés au réchauffement climatique et à ses conséquences, notamment en période de canicule. Et après, ça nous rebascule en fait sur ces logements qui sont très peu performants. Vous connaissez sans doute le DPE, hein, qui permet de classer les logements entre eux. Et on estime aujourd'hui qu'en France, seuls 4,5% des logements sur tout le territoire métropolitain sont en classe A ou B, c'est-à-dire les classes les plus performantes du DPE. Donc, vous voyez qu'on a quand même une marge d'amélioration très, très importante. Dernier chiffre, et après je m'arrête là, on va rentrer dans les enjeux en fait de cette précarité énergétique. Mais on a quand même 75% des foyers, donc 3/4, qui ont restreint le chauffage pour limiter leurs factures. C'est 8 ménages sur 10. 28% des ménages qui rencontrent au quotidien des difficultés pour payer certaines de leurs factures de gaz ou d'électricité, donc un chiffre qui a pris 10 points en 3 ans. Et donc enfin, 1 million de ménages qui ont subi une intervention de leur fournisseur d'énergie à la suite d'impayés, donc soit des coupures, soit des restrictions de puissance qui génèrent évidemment au quotidien de nombreuses difficultés pour ces ménages concernés. Donc là, vous avez vraiment cette conscience en fait de ce que ça représente aujourd'hui, et ça nous paraissait important de commencer par des chiffres pour qu'on puisse rentrer maintenant, et je vais laisser la parole à Marion, dans le détail des conséquences très directes que la précarité énergétique peut avoir pour ces ménages.
Merci Aurélie. Et en effet, après ces terribles constats, la lutte contre la précarité énergétique, elle apparaît comme essentielle, d'autant plus qu'elle permet de répondre à plusieurs enjeux qu'on va balayer rapidement. Alors tout d'abord énergétique, puisque pour mener à bien la transition énergétique, il est impératif de faire baisser les consommations d'énergie. Or, le secteur du logement est le deuxième secteur consommateur d'énergie en France. Et on estime que la rénovation entière d'une passoire énergétique permettrait de diviser par 4 ou 8 sa consommation d'énergie et d'économiser jusqu'à 1 000 € sur sa facture énergétique à la fin du mois. La résorption de la précarité énergétique, elle répond également à des enjeux sociaux. On peut passer, merci Ziad, puisque les ménages les plus modestes sont les plus exposés et possèdent le moins de ressources pour s'en sortir. Ils subissent également plus durement les effets du changement climatique, alors même qu'ils y contribuent le moins. Donc là, il y a aussi cet enjeu de justice sociale que Ziad évoquait en introduction. Et sur ce graphique, on peut voir que les plus modestes, ils dépensent 5 fois plus pour se chauffer que les plus riches, proportionnellement à leurs revenus. Par ailleurs, il y a également des enjeux donc, sanitaires, puisque la privation de chauffage et les faibles ou trop fortes températures dans le logement, elles aggravent l'état de santé des ménages les plus précaires. Chaque année, on dénombre 10 350 décès dus à l'inefficacité énergétique des logements, soit 30% de la surmortalité hivernale, donc c'est évidemment énorme. Et l'inaction face à la précarité énergétique, elle coûte cher à la société. On estime que l'éradication des passoires énergétiques ferait économiser 700 millions d'euros chaque année sur le système de soins en 10 ans. Il a par ailleurs été prouvé que les personnes en précarité énergétique, qu'elles soient d'hiver ou estivales, sont en moins bonne santé que le reste de la population, avec les maladies qu'on peut voir ici sur ce graphique, maladies respiratoires, arthrose, dépression ou aggravation de pathologies cardiaques. Enfin, la lutte contre la précarité énergétique, elle répond évidemment à des enjeux environnementaux, puisque selon un dernier rapport donc, de la Cour des comptes en 2024, la précarité énergétique est un frein majeur à la décarbonation de notre économie et un obstacle à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone en 2050. Presque 12% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des logements et parmi ces gaz à effet de serre, 86,6% viennent des énergies fossiles pour le chauffage, donc gaz et fioul, et pour l'eau chaude. Donc face à ces enjeux, on voit bien que la rénovation énergétique et l'adoption de modes de chauffage moins carbonés sont essentiels et cruciaux pour mener à bien la transition énergétique. Pour finir cette partie, si on schématise vraiment très simplement, les politiques de lutte contre la précarité énergétique, elles peuvent se scinder en deux temporalités. D'un côté, des mesures pour traiter l'urgence à court terme. Donc là, on va penser aux mesures, par exemple, pour aider les ménages à payer leurs factures, donc chèque énergie, fonds solidarité logement, ou les médiations qui sont menées avec les fournisseurs d'énergie pour éviter les coupures pour les ménages qui sont en impayés. Et de l'autre, des mesures pour traiter les causes, donc qui visent vraiment à éradiquer la précarité énergétique sur le long terme. Donc là, ça passera évidemment par des rénovations complètes et performantes, des bouilloires et des passoires thermiques. Et pour ce faire, il faut un portage politique fort et des moyens réglementaires et budgétaires aussi développés et qui soient suffisants. Et d'autant plus pour respecter les objectifs de la loi qui prévoit que 100% du parc de logement soit au niveau BBC en moyenne à l'horizon 2050. On en est loin et il faut voilà, le marteler puisque là-dessus, on a quand même voilà, des politiques, on va dire, qui ne sont pas forcément toujours à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on est là aussi pour agir. Et je repasse la main à Aurélie. Alors, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé de chiffres, mais c'était important pour nous, en fait, de replacer ce qu'est la précarité énergétique aujourd'hui en France, parce que c'est un phénomène qui est peu visible, même si on en entend de plus en plus parler. En tout cas, nous, chez Énergie Solidaire, on agit pour lutter contre la précarité énergétique depuis le départ, puisque c'est un peu notre cœur de métier. Et au démarrage de cette histoire, eh bien, il y a l'engagement et le militantisme d'Enercop, puisque c'est grâce à Enercop, en fait, qu'Énergie Solidaire a pu naître. Et donc, c'est cette histoire qu'on va vous raconter maintenant.
Ziad, est-ce que tu peux? Voilà. Donc, au tout départ, et ça nous semblait important de vous replacer cette perspective-là, Enercop a toujours promu une vision globale de la transition énergétique, juste et solidaire. Et donc, à partir du scénario négawatt que vous connaissez sans doute, l'idée, c'était de pouvoir venir adresser trois grands piliers qui étaient donc la sobriété des consommations énergétiques, l'efficacité et l'efficience énergétique au global, et puis la promotion des énergies renouvelables. Donc, quand on parle d'Enercop, la promotion des énergies renouvelables, on voit relativement bien. Quand on parle de sobriété, bah, c'est la sobriété des consommations et des usages, et Enercop agit aussi largement là-dessus. Mais pour l'efficacité, bah, il y avait peut-être des choses à faire. Et pour cela, slide suivante, Enercop a créé une association qui s'appelle les Amis d'Enercop, que vous connaissez peut-être, qui a permis d'incuber plusieurs programmes, plusieurs projets pour pouvoir travailler sur les trois piliers de la transition énergétique du scénario Négawatt. Vous connaissez sans doute les coopératives citoyennes et tout le mouvement citoyen autour de la production d'énergie avec énergie partagée. Il y a eu un programme, alors qui n'est plus tellement d'actualité aujourd'hui, mais qui a permis d'initier de belles réflexions autour de la sobriété énergétique des consommations des consommateurs d'énergie. Et puis, il y avait le volet efficacité avec la création en 2017 d'un fonds de dotation qui est en fait entre une association et une fondation. C'est plus simple à créer un fonds de dotation qu'une fondation, on y reviendra peut-être plus tard. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir travailler directement sur l'efficacité énergétique des logements. Donc, on l'a vu, un secteur très émetteur pour pouvoir adresser ce pilier-là. Donc, on est vraiment là dans l'ADN militant d'Enercop. Et donc, l'ambition d'Énergie Solidaire, de ce fonds de dotation, c'était de pouvoir créer une boucle vertueuse entre la production d'énergie renouvelable et la sobriété et l'efficacité énergétique des logements. Alors, comment? L'idée, c'est que les producteurs et les consommateurs d'énergie renouvelable puissent venir soutenir Énergie Solidaire, qui derrière va venir aider financièrement des associations qui œuvrent dans le champ de la lutte contre la précarité énergétique et qui, derrière, vont soutenir et accompagner sur le long terme des ménages qui sont en grande précarité énergétique pour qu'ils puissent sortir définitivement et durablement de cette situation-là. Donc, on a vraiment une boucle vertueuse sur les territoires, puisque c'est donc les énergies renouvelables qui vont, par leur création de valeur, venir soutenir des ménages en précarité énergétique et la boucle est bouclée puisque les consommations se réduisent ainsi. Alors comment on fonctionne peut-être de manière un peu plus précise? On va venir donc collecter des fonds, soit par le biais du mécénat, donc auprès des producteurs d'ENR. On a aussi, grâce aux primes fléchées, qu'Enercop met en place auprès des producteurs avec qui elle contractualise un mécanisme qui permet à ces producteurs de venir soutenir la lutte contre la précarité énergétique en faisant des dons à Énergie Solidaire, des mécanismes aussi de dons d'énergie et puis des dons de particuliers qui peuvent s'incarner, donc soit auprès de la clientèle d'Enercop par le microdon, et on y reviendra un peu plus tard dans cette présentation, soit par des dons ponctuels qui peuvent également nous arriver par des personnes qui souhaitent soutenir cette cause. En gros, quelques chiffres rapidement. On a quand même réussi en 2023 à collecter près de 175 000 € grâce au microdon d'Enercop auprès de 4 400 microdonatrices clients du fournisseur et qui nous soutiennent mois après mois. On a récolté près de 700 000 € grâce au mécénat et au partenariat privé, mais ce chiffre est très important parce qu'on a eu un don exceptionnel d'Enercop National qui était lui-même lié à des résultats exceptionnels de la coopérative l'année dernière. Et enfin, on a pu créer, grâce à tout ce soutien, un premier programme territorial en région Occitanie qui vient soutenir des associations occitanes. C'est une première expérimentation qui nous permet d'ailleurs d'envisager un déploiement territorial, parce que vraiment, cette boucle vertueuse dont je vous parlais tout à l'heure, elle est particulièrement pertinente quand on réfléchit à l'échelle d'une région, et c'est une piste qu'on aimerait creuser à l'avenir. Slide suivante.
Et Marion, je te laisse la parole pour savoir Merci. qu'est-ce qu'on finance. C'est ça, après la collecte, comment on flèche? Et donc, depuis notre création, en fait, on a mené 6 appels à projets, 4 au national et 2 dans le cadre du programme Occitan dont a parlé Aurélie. Donc, c'est près de 870 000 euros qui ont pu et vont être reversés à des associations donc, sur les territoires. En dehors de ces appels à projets, d'autres formes de soutien existent. On a rapidement évoqué les ATEC là tout à l'heure. Et au total, en fait, tout mode de soutien confondu, c'est 29 associations et 33 projets qui bénéficient du soutien d'énergie solidaire pour des actions diverses de lutte contre la précarité énergétique. Par exemple, Diat, tu peux merci. Soutenir des projets de rénovation globale et performante, venir renforcer ou créer des caisses d'avance, des fonds de secours pour venir financer le reste à charge des ménages les plus modestes dans le cadre de travaux énergétiques, puisqu'on sait que c'est un frein majeur aussi pour se lancer et ou les concrétiser. Autre forme de projet qu'on a pu soutenir qui cible certains publics qui sont très vulnérables par rapport à la précarité énergétique. Je pense notamment donc, aux personnes âgées, aux agriculteurs, mais également pour accompagner les propriétaires bailleurs dans leur rénovation et soutenir les locataires qui sont fortement exposés à la précarité énergétique, puisque 60% sont voilà, confrontés à ce phénomène. Enfin, autre type de projet qu'on voulait éventuellement vous présenter, c'est ceux qui mènent ou qui intègrent le volet santé en lien avec la problématique du logement et de la précarité. Marion, juste peut-être préciser un truc, le reste à charge, c'est quelque chose qui est courant pour nous, mais le reste à charge, concrètement, c'est quand on rénove un bâtiment, un logement, on a des aides, et malgré ces aides, il reste quelque chose à payer, c'est le reste à charge, et c'est celui-là qui bien souvent empêche les ménages les plus modestes d'engager des travaux de performance énergétique. Oui, c'est ça, totalement. C'est que malgré les aides et malgré le fait d'avoir augmenté aussi les dotations au niveau de l'État, en fait, il reste quand même des sous à fournir pour les ménages et qui sont quand même conséquents et qui peuvent bloquer en fait et empêcher la réalisation de ces projets. Merci Ziad pour le complément. Énergie solidaire donc, a choisi de soutenir l'action des associations car celle-ci, elle est essentielle et ce pour plusieurs raisons. On est quand même dans un contexte assez sombre avec l'augmentation des prix de l'énergie, des matériaux, des matières premières, la baisse du pouvoir d'achat pour des ménages qui sont déjà précarisés. On les fait face à une pénurie de main-d'œuvre et d'artisans formés. Les associations se confrontent aussi à des baisses de subventions. Et donc, il est important de venir les soutenir avec des financements privés et surtout qu'elles mènent des actions essentielles, je l'ai dit. Elles fournissent l'accompagnement global, c'est-à-dire social, technique, financier, qui s'avère déterminant pour lutter contre le non-recours, les risques d'abandon et pour débloquer des situations face à la complexité des aides, des dispositifs qui existent, et ce, d'autant plus pour les ménages les plus vulnérables. Les associations, elles permettent aussi d'assurer les bonnes coordinations entre les différents corps de métiers qui interviennent parfois de manière décorrélée sur les chantiers et donc d'assurer in fine la bonne conduite des travaux. Et enfin, elles représentent un gage de sécurité face à la recrudescence des arnaques et des escroqueries fréquentes dans ce secteur et évidemment d'instaurer un lien de confiance essentiel tout au long du parcours d'accompagnement. Donc rapidement, vous voyez là le panel des associations qu'on a pu soutenir via les appels à projets donc nationaux et occitans, donc avec une croissance exponentielle des dotations qu'on espère maintenir pour renforcer toujours plus notre soutien auprès des associations. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Corentin qui va vous présenter le projet mené par la LEC de l'Ardèche. Bonsoir à tous. Donc, Juste avant de te laisser la parole, Corentin, féliciter quand même Marion et Aurélie pour la tenue du timing. Bravo. Donc, Corentin, ça te laisse le temps le temps qu'on avait convenu pour présenter ton diaporama. parfait, merci. Bonjour, Corentin Fichant, je travaille donc à l'ALEC 07, Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche. Alors, l'ALEC 07, qu'est-ce que c'est? C'est donc une association qui a été créée en 1994 et qui a plusieurs missions. Voilà. Donc, premièrement, informer, conseiller sur la rénovation énergétique. On est en fait Espace Conseil France Rénov, pour ceux qui connaissent. Donc, on est vraiment le service public de conseil à la rénovation énergétique sur le territoire de l'Ardèche. On est aussi lauréat d'un programme de l'ADEME pour conseiller le secteur tertiaire, donc toutes les entreprises, et également sur les structures touristiques. Alors, c'est un secteur d'activité qui est assez fort en Ardèche, et donc on est financé aussi spécifiquement par l'ADEME là-dessus, donc pour le conseil à
la rénovation énergétique pour ces structures-là. Deuxième grand axe, c'est sensibiliser, mobiliser. Donc là, on a toute une palette d'animations qu'on propose au public sur la rénovation énergétique, sur les énergies renouvelables, le photovoltaïque, des concertations habitants élus sur l'éolien, et aussi tout un volet d'activités sur l'éducation à l'énergie et l'environnement dans les écoles. Des visites sur la précarité énergétique. Donc ça, c'est des visites à domicile chez les ménages qu'on fait en situation de précarité énergétique avec analyse de factures et conseils pour essayer de gagner en confort dans son logement chez des ménages qui peuvent pas forcément engager des travaux de rénovation. Et après, toute une palette d'ingénierie mutualisée, on appelle ça comme ça, mais c'est en gros aller chercher des financements pour les territoires pour développer nos actions autour de la transition énergétique. Donc, en l'occurrence, on a un gros volet sur la mobilité, donc véhicules partagés en milieu rural, mode de transport alternatif. Ça, c'est pour nos actions. Moi, plus particulièrement, là où je travaille, c'est dans l'espace Conseil France Rénov', donc c'est dans la partie conseil à la rénovation énergétique. Donc, on est 10 conseillers à travailler là-dessus. Donc, c'est un standard téléphonique, des permanences déconcentrées dans les territoires et des accompagnements avec visite à domicile, tout ça gratuit, neutre et indépendant. C'est le sens de l'espace Conseil France Rénov'. Et après, on a des chargés de mission donc, sur les thématiques dédiées que j'ai évoquées plus haut. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le programme qui est financé par Énergie Solidaire, entre autres, parce qu'on est aussi financé par Watt for Change, qui est le fonds de dotation de Valorem, c'est un groupe qui installe de l'éolien, et par Mirova Foundation, qui est une filiale de Natixis, qui est la filiale d'investissement de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc c'est un projet qui s'intitule ARA Solidaire pour auto-rénovation accompagnée solidaire. On avait déjà été lauréat en 2021. Donc là, on a été de nouveau lauréat en 2023. Donc c'est la deuxième année qu'Énergie Solidaire nous soutient. L'objectif de ce programme, c'est alors permettre à des ménages modestes et très modestes, donc ça c'est dans les critères de revenus de l'ANA, de réaliser une rénovation performante. Donc là, on vise une rénovation BBC en auto-réhabilitation accompagnée. Donc c'est avec des postes que les ménages vont réaliser eux-mêmes, accompagnés par un artisan ou accompagnateur technique, et avec des matériaux biosourcés. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser dans l'isolation des matériaux biosourcés. Comment ça se passe concrètement? En fait, c'est arriver au lieu d'un poste d'un artisan RGE, faire rentrer à la place dans les aides un poste accompagné par un artisan ou par un membre des compagnons bâtisseurs, qui est l'association avec qui on travaille. Parce qu'en fait, on est un consortium à avoir répondu à cet appel à projet. Donc il y a l'ALEC 07, on est en chef de file, on pilote le programme. Comme on est Espace Conseil France Rénov', bah, on peut repérer les ménages, vu qu'on est au contact du territoire via nos permanences, via notre standard téléphonique, on est beaucoup sollicité. Donc on peut repérer les ménages qui sont déjà en situation de précarité énergétique et ensuite intéressés par de l'autorénovation accompagnée, par participer à leurs travaux. L'idée, c'est qu'on puisse proposer un accompagnement global de A à Z. Donc, nous, on est garant que la prise de contact au logement rénové, il n'y ait pas de perte en ligne, parce que c'est un peu un parcours du combattant, la rénovation énergétique, de la conception, les montages de dossiers d'aide, la gestion du chantier. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment cet accompagnement de A à Z. Et pour ça, donc, on est des compagnons bâtisseurs. C'est une association enfin, c'est une fédération d'associations qui est nationale. Nous, on travaille avec l'antenne Rhône-Alpes, qui est basée à Valence. C'est eux qui s'occupent de la partie des lots qui vont être faits en auto-rénovation accompagnée. Donc, s'il y a un poste en isolation des murs qui est fait avec les compagnons bâtisseurs, c'est eux qui vraiment s'occupent de cette partie-là. Et ensuite, on est un partenaire aussi avec Solia et Urbanis. Alors, eux, ils sont opérateurs ANA, c'est-à-dire c'est eux qui sont en capacité de monter les dossiers d'aide à l'ANA sur le territoire de l'Ardèche. Et ils sont aussi spécialistes de l'accompagnement des projets de rénovation pour les publics modestes, très modestes, pour de l'habitat insalubre. Donc, on s'aide également d'eux pour mener à bien les projets. Quelques mots donc sur les objectifs de notre programme. On a un programme qui est dimensionné sur 3 ans pour 35 visites euh, sur des gens qui nous sollicitent. Alors avant, on a tout un système de filtre, hein, en rendez-vous chez nous dans nos locaux, au téléphone pour filtrer un peu les ménages. On a 24 accompagnements. Donc là, c'est vraiment des personnes avec qui on va faire des allers-retours sur les devis, rentrer dans les détails de la conception technique, les accompagner dans les plans de financement. Et à la fin, 12 rénovations. Alors ce programme, il a été dimensionné comme ça parce que sur les anciens programmes, on avait quand même beaucoup de pertes en ligne. On est sur des publics fragiles et une visite déclenche pas forcément une rénovation. Alors après, on voit au fur et à mesure du programme que là, on a un début qui est très dynamique sur l'année 2024, donc on se laisse la possibilité de pouvoir ajuster ses objectifs en fonction de ce qui se passe sur le terrain.
Donc voilà, en 2023, 2022-2023, on avait accompagné 5 chantiers en autoréhabilitation accompagnée, 2 chantiers qui s'étaient faits mais sans travaux finalement en autoréhabilitation accompagnée, et 4 accompagnements mais qui n'avaient pas débouché sur des travaux. Et là, en 2024, on a un démarrage qui est très fort parce que, en fait, j'ai regardé, c'est pas 47, mais c'est 56 sollicitations qu'on a eues. Là, on a déjà fait 14 visites et 7 accompagnements et 4 chantiers qui sont démarrés, dont 2 qui sont quasiment terminés. Donc, c'est quand même ouais, une dynamique qui est assez forte et qui s'explique par plusieurs choses. Déjà, on est dans la continuité d'un programme qui est déjà financé. Donc ça, tous les acteurs sont déjà en place, la dynamique est déjà en place, donc c'est une richesse. Ensuite, on a une dynamique partenariale qui est très forte avec les associations locales. Et ensuite, on a un contexte général des aides qui ont été renforcées en 2024, donc qui renforce aussi l'intérêt pour de la rénovation énergétique. Je voulais vous présenter un projet spécifique, comme ça on rentre un peu plus dans le détail, ça pourrait éventuellement susciter des questions. Donc on est dans une maison de hameau, une ancienne ferme à Saint-Laurent-sous-Coiron en Ardèche. Une famille de 4 personnes qui habitent là, alors qui sont agriculteurs, hein, en fait, ils sont vignerons, ils font du vin nature. Euh, et donc ils se sont lancés dans ce projet de rénovation global avec un lot en autoréhabilitation accompagnée, en l'occurrence l'installation d'une VMC. On est sur un budget de travaux qui est assez important. Il y a quasiment 100 000 euros de travaux énergétiques. Il y a la toiture, la charpente à reprendre, isolation du toit, isolation des murs, les menuiseries, système de chauffage, ventilation. On- Ils vivaient dans une maison qui n'était pas du tout isolée, en fait, ni au toit, ni au mur, fenêtre bois, simple vitrage, un seul poêle à bois pour chauffer l'entièreté de la pièce, enfin l'entièreté de la maison, alors que ça s'y prêtait pas vraiment. On avait aussi des problématiques d'humidité côté nord parce qu'on a une ruelle avec des infiltrations. Et enfin, on était aussi en secteur ABF parce que Saint-Laurent-sous-Coiron est classé sur toute la commune. Donc on était vraiment sur un projet extrêmement complexe à mener. Et là, on a enfin eu l'accord pour les travaux, le démarrage des travaux qui commence cette semaine. Donc ça, c'est vraiment c'est super chouette. Et on a un peu fait des simulations énergétiques sur la slide d'après. Je pense on peut voir des choses. Ah oui, ça c'est le détail de la rénovation. Bon, donc ça c'est pour rentrer un peu plus dans le technique. Donc en toiture, on a 24 centimètres de laine de bois, plus après un panneau AG-PAN, c'est de la fibre de bois rigide qui est aussi par pluie. On est sur une isolation par l'extérieur en laine de bois avec un panneau fibre de bois qui est support d'enduit parce qu'ensuite ça sera enduit. Alors on a un mur, voilà, on a le mur côté nord qui est soumis aux ABF, donc qui va être isolé par l'intérieur. Menuiserie bois double vitrage, un chauffe-eau solaire et une cuisinière bois bouilleur et une VMC simple flux. Donc ça c'est le programme de travaux et donc en simulation énergétique ce que ça donne sur la slide d'après. Voilà, alors c'est une simulation, donc c'est toujours à prendre vraiment avec des pincettes parce qu'on est en train de modéliser la réalité, donc c'est forcément soumis à approximation. Alors on a sur des déperditions de 30 kilowatts avant travaux, une consommation en énergie primaire de 803 kWh par mètre carré, c'est énorme, c'est un G plus. Et 2 tonnes, 3 tonnes de CO2 émises par an pour le chauffage. Alors là, le logiciel il estime une consommation à 5 000 euros par an. Alors ça rejoint une remarque du chat. En fait, la consommation énergétique, elle va jamais être de 5 000 euros par an parce qu'en fait, les gens, ils chauffent pas leur logement à 20 degrés quand c'est comme ça. En fait, ils se chauffent pas. Donc la facture réelle, elle est plus faible. Mais c'est pour donner une idée de ce que ça représente. Et après rénovation, on arrive en étiquette C avec des déperditions qui sont diminuées à 9 kilowatts et 0,62 tonnes de CO2 émises par an pour le chauffage et un gain énergétique de 77%. Voilà. Pour un exemple de type d'action, je pense qu'on pourra revenir avec vos questions ultérieurement. Merci beaucoup, Corentin. Merci Marion, merci Aurélie pour ces présentations. On a déjà pas mal de questions qui sont passées à travers le petit outil de questions-réponses. Je vais regarder le pad qu'on a entre nous pour savoir le petit document de rédaction pour savoir lesquelles on va passer à l'oral. Celles qui ont été répondues par écrit et celles qu'on peut passer à l'oral. Je vais les faire dans l'ordre, ou alors peut-être que comme il y en a une qu'on n'a pas réussi à traiter, celle de Karine, parce que j'avais des éléments de réponse à apporter sur est-ce que les centrales villageoises ou autres structures de ce type réservent-elles une partie de leur production à disposition gratuite des ménages en précarité énergétique sur le territoire. J'ai des
premiers éléments de réponse de mon côté, donc je peux les donner et après on bascule sur les questions dans le pad, si ça vous va. Vous pouvez compléter cette réponse évidemment. Il y a des financements, évidemment, des projets citoyens qui sont en gros la rente énergétique, les bénéfices liés à la production d'énergie qui sont orientés vers le financement d'actions de la maîtrise de l'énergie, y compris des financements de postes. Et puis il y a des collectivités qui vont un peu plus loin, notamment je connais la communauté de communes Cœur de Savoie, qui est un territoire engagé dans une démarche territoire à énergie positive, qui héberge des centrales villageoises et qui a dédié une partie justement des bénéfices liés à la production des toitures photovoltaïques à des actions purement de lutte contre la précarité énergétique, donc des dispositifs de repérage des ménages, de l'accompagnement à la rénovation. Donc ça existe, soit par l'entrée maîtrise de l'énergie, soit par l'entrée lutte contre la précarité énergétique. Ces dispositifs existent et au sein d'Enercop aussi, on y réfléchit. On a un groupe de travail solidarité au sein d'Enercop qui réfléchit justement à ce que on ait des dons d'énergie de la part des producteurs aux ménages, mais c'est vrai que c'est assez complexe d'un point de vue purement technique et technologique de réussir à le faire. C'est un système assez complexe à mettre en œuvre. Voilà, c'est quelques éléments que j'avais. Si vous voulez compléter sur cette question, n'hésitez pas, hein, que ce soit Marion, Corentin, Aurélie. Sinon, on va basculer sur les autres questions qu'on a vu passer. Alors, la première, elle est de Bruno en Île-de-France et on y a répondu. Corentin, tu en as parlé. Vous notiez, Bruno, les personnes les plus pauvres qui ne se chauffent pas ne vont pas faire d'économies sur leur facture parce qu'elles ne se chauffent pas. Par contre, leur confort thermique va s'améliorer. Il me semble que dans la précarité énergétique, il y a deux manières de la définir, le fait d'avoir froid, le fait de consacrer une part de son budget trop important. Donc, il y a aussi des personnes qui vont potentiellement réduire leur facture, je crois. Marion, Aurélie, je vous laisse répondre. Oui, et puis c'est ce que Aurélie a souligné en fait au cours de la présentation, c'est quand même 75% qui restreignent chez eux l'utilisation du chauffage en 2023, donc c'est énorme. Et en effet, pour pas faire face à des factures trop élevées, en fait, certains ménages se contraignent à subir le froid. Et en effet, c'est pas visible derrière, donc c'est une dimension qui est quand même bien intégrée dans les repérages, dans la définition du phénomène et aussi dans l'accompagnement des associations derrière. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce qu'un locataire peut obliger le propriétaire du bien à isoler ce bien? Construction, j'imagine que Pierre, vous parliez en connaissance de cause. Construction de 1950-1960, plafond en roseau et plâtre sans isolation, bien sûr. Un enjeu, j'imagine, bien complexe que celle de la location de passoires. Ouais. Et surtout que là, alors, en fait, il y a un texte qui s'appelle le décret d'essence, en fait, qui va permettre aux locataires d'avoir un outil supplémentaire pour pouvoir se retourner contre les propriétaires qui louent des passoires. En effet, à partir du 1er janvier 2025, les bailleurs, en fait, ne pourront plus louer des logements qui sont en classe G au DPE et c'est très bien parce qu'on a encore sous les yeux le classement. Donc voilà, c'est vraiment les logements qui sont les plus énergivores aujourd'hui. L'interdiction de louer des logements en classe F arrivera à partir du 1er janvier 2028 et en classe E à partir du 1er janvier 2034. Pardon. Et donc en fait, ce nouveau décret qu'on appelle le décret d'essence, il va permettre d'être un outil supplémentaire de pression sur les propriétaires. Mais c'est vrai que pour les locataires, c'est le parcours du combattant et il représente aujourd'hui 60% des passoires thermiques. 60% des passoires thermiques sont des biens qui sont habités par des locataires, c'est pas des propriétaires occupants. Et donc, il y a vraiment un enjeu majeur auquel on voudrait d'ailleurs s'attaquer de manière un peu plus massive à Énergie Solidaire, de travailler en fait sur le sujet de la location pour aider aux côtés des collectivités, des acteurs associatifs et des services de l'État, les propriétaires à passer à l'action et à enfin rénover leurs biens, quoi. Donc cette question de l'allocation, elle revêt des réalités qui sont vraiment différentes. Vous avez une toute petite minorité en fait de propriétaires bailleurs qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Donc là, évidemment, il faut venir soutenir financièrement
financièrement ces propriétaires bailleurs, mais dans la grande majorité des cas, les propriétaires ont tout à fait les moyens, et ils sont souvent, en majorité d'entre eux, multipropriétaires. Et donc, en fait, c'est vraiment une question de justice sociale aussi, que de s'attaquer à cette problématique-là. Et là, on va avoir vraiment besoin que tout le monde s'y mette, quoi, collectivité, services de l'État, pour pouvoir faire pression sur ces propriétaires qui ne rénovent pas leur logement. Donc, on espère que le décret d'essence va tenir le coup, puisqu'en ce moment, on est quand même dans une période politique relativement agitée, et on espère qu'il n'y aura pas de machine arrière de la part du gouvernement sur ce décret d'essence, qui pourrait être un vrai outil, j'appelle ça un outil de pression, mais en tout cas un outil engageant pour les propriétaires pour enfin passer à la rénovation de ces passoires thermiques et les faire petit à petit disparaître. Et pour compléter, on invite évidemment les locataires dans ces situations-là à aller se présenter aux associations d'accès au droit qui pourront les accompagner aussi, voilà, pour ce parcours un peu du combattant, mais pour faire valoir en fait leur situation et voir en fait les outils qui existent. Il y a des fois des médiations qui peuvent quand même exister, mais il faut savoir les faire et être encadré. Donc voilà, ça peut être aussi une piste. Et vous dire également que l'année dernière, donc avec l'appel à projet national 2023, on a soutenu les compagnons bâtisseurs en Occitanie sur justement un programme qui vise à accompagner les propriétaires bailleurs modestes qui souhaiteraient respecter cette obligation de rénovation, mais sont confrontés à des revenus limités. Et du coup, on a ce double enjeu avec ce projet-là, d'accompagner un propriétaire bailleur et, in fine, d'aider aussi un locataire à accéder à un meilleur confort et à pouvoir vivre plus dignement dans son logement. Merci à toutes les deux pour ce sujet pas simple. On va avoir des questions peut-être un peu plus rapides ensuite, encore peu. Là, celle-ci, je pense que ça va aller assez vite. Le fonds de dotation peut-il donner à une SIC et pas seulement à une association, à une société coopérative? Alors non, parce que nous sommes soumis en fait à l'obligation, enfin en tout cas la nécessité de soutenir des structures d'intérêt général. Et une SCIC, si j'ai bonne mémoire, c'est l'intérêt collectif en fait qui est promu. Donc pour l'instant, on ne peut pas. D'accord, merci. Il y a eu un débat porté par Marie-Colette sur l'usage de bouilloire, notamment, j'ai vu ça passer, le terme bouilloire en été, notamment pour la précarité énergétique d'été. Euh, c'est pas forcément un mot qui techniquement convient à un bâtiment dans lequel il y a des flux qui passent dans les deux sens. Si je reprends bien les termes de Marie-Colette, c'est une image en tout cas qui est utilisée par les associations. C'est ça, c'est vraiment une image, c'est un peu mainstream peut-être, mais en tout cas, oui, c'est l'idée, enfin, une bouilloire, en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui tient chaud. Donc, vous avez tout à fait raison. Le terme de passoire thermique, il convient à la fois à la précarité énergétique hivernale et à la fois à la précarité énergétique estivale. Mais pour visibiliser davantage la précarité énergétique d'été, le terme de bouilloire est souvent repris, notamment médiatiquement, parce que ça permet de visibiliser de manière un peu facile peut-être ce phénomène de précarité énergétique qui est encore vraiment, vraiment méconnu et qui va être un vrai enjeu de santé publique dans les années futures, notamment dans le sud de la France. Merci Aurélie. Une question facile pour vous, au-delà des associations soutenues, est-il possible de connaître les détails des projets autres que la LEC 07? Donc j'ai vu passer le détail justement du Ouais. fonds spécial Occitanie sur les projets qui vont être soutenus cette année. Est-ce qu'il y a sur le site d'Énergie Solidaire un moyen de connaître un peu plus d'éléments sur les projets Oui, soutenus? tout à fait. Alors du coup, là, en effet, suite à l'appel à projet donc 2024, on a rédigé un article pour vous donner déjà les premiers éléments sur les projets qu'on va soutenir du coup là les prochaines années. Mais sinon, vous avez une cartographie des projets soutenus avec les objectifs. On va voilà, régulièrement essayer de la mettre à jour pour vous donner le maximum d'éléments. Et sinon, dans notre rapport d'activité, vous retrouverez aussi les actions qui sont soutenues via ces appels à projets et via les ATEC, ce dispositif aussi qu'on a pu évoquer rapidement. Je ne sais pas, Ziad, si tu veux que je cite deux, trois projets ou si du coup on... Je pense que renvoyer vers le site, c'est pas Oui, mal. Parce qu'il y a quand Tout est même. sur le site internet d'Énergie Solidaire, énergiesolidaire.org. Ouais, parce qu'il y a quand même encore pas mal de questions. Si on a un peu de temps, on y reviendra. C'est toujours plus agréable de vous écouter parler des projets que d'aller sur le site internet. Mais je préfère essayer de gérer le flux de questions qui nous restent à traiter.
Une autre question de Bruno, j'imagine que c'est toujours Bruno en Île-de-France. Comment faites-vous pour vous assurer qu'un propriétaire qui loge un locataire et qui bénéficierait d'aide pour la rénovation n'augmente pas le montant du loyer, son logement prenant de la valeur? Est-ce que ça aurait pour effet de réduire l'accès à des logements de qualité aux personnes en situation de pauvreté? Bah, merci Bruno pour cette remarque et c'est notamment un des points qu'on a abordé lors de notre point étape avec les compagnons bâtisseurs Occitanie pour justement le cadrage du projet et c'est une vigilance sur laquelle l'association va vraiment se focaliser. Alors bien sûr, on peut imaginer que des propriétaires qui engagent des travaux et c'est ce qu'on voit, hein, je pense dans la vie de tous les jours, bah, en profitent pour augmenter le loyer, comme ça ils se disent qu'ils répercutent en fait le prix du chantier effectué. Là, on est dans un schéma aussi de confiance avec l'association qui va cibler et prioriser les ménages à accompagner. Et donc, il y a cette garantie que le ménage le logement in fine rénové bah, bénéficie bien aux locataires en précarité énergétique. Je peux répondre peut-être, je sais pas si la question s'adressait pour notre programme, mais nous, c'est exclusivement les propriétaires occupants qui sont accompagnés dans le programme d'ARA solidaire de l'ALEC 07. Merci beaucoup à tous les deux. Question suivante, qui est une question aussi pas toujours simple, hein. Fred cherche à faire, alors c'est le cas de Fred, mais ça va être le cas d'autres ménages en France, qui cherchent à faire une auto-rénovation, une auto-réhabilitation. Il est prof, il le précise. Il n'est pas classé modeste ou très modeste, mais est-ce qu'il y a des professionnels qui peuvent aider et l'accompagner dans un projet d'auto-rénovation? L'attente semble longue, notamment pour des raisons budgétaires, nous précise Fred. Euh, alors, il y a des réseaux d'associations hein, qui font de la rénovation accompagnée, qui peuvent peut-être vous renseigner. Déjà, une première chose, ça serait, pour tout sujet lié à la rénovation, c'est contacter l'espace conseil France Rénov de sa région, parce qu'en fait, c'est vraiment des dynamiques qui sont quand même locales. Ça, j'ai mis dans une réponse à une question, là, le lien où vous pouvez comment faire pour trouver votre espace conseil France Rénov de votre région. Et ensuite, c'est un peu artisan dépendant, ça, parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'autoréhabilitation accompagnée qui est, on va dire, officielle. C'est les structures comme les compagnons bâtisseurs, c'est le programme qu'on porte avec l'ALEC 07. Et ensuite, il y a un volet de l'autorénovation accompagnée, en fait, qui est officieuse. C'est la personne qui participe au chantier avec l'artisan, comme ça, quoi. Alors, il y a des structures qui officialisent un peu ça. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a la coopérative d'activité Cabestan, donc qui a des artisans indépendants mais salariés de la coopérative. Eux, c'est un peu les plus en pointe sur ce sujet de l'autorénovation accompagnée. Ils ont développé des contrats spécifiques pour ça. Ils ont formé leurs professionnels à cette pratique de l'ARA. Donc, si vous êtes sur un territoire où il y a des artisans de Cabestan, vous pouvez chercher. Ils peuvent être enclins à pratiquer ça. Merci beaucoup. J'espère qu'on apporte quelques éléments après. On a une double question d'Adrien, qui est surpris que les efforts qui ont été réalisés sur le projet que tu évoquais, Corentin, ne permettent d'accéder qu'à un DPEC, ce qui a un problème dans les modalités de calcul. On sait que les diagnostics de performance énergétique sont un peu controversés. Et la question, en tout cas la crainte qu'émet Adrien ensuite, c'est que, il suffit parfois de mettre une PAC RR, une pompe à chaleur RR, et d'avoir un meilleur DPE sans qu'on soit sur un logement qui soit particulièrement performant ou pertinent, en tout cas d'un point de vue de la performance énergétique. C'est une très bonne question. Là, en plus, je suis en plein dans le bilan du programme là, donc je balaye un peu toutes les rénovations qui ont été faites et en quelles étiquettes elles arrivent. Et des fois, sur la simulation, alors ça va être logiciel dépendant. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle CapRénov. Mais bon, c'est quand même le moteur de calcul du DPE. J'étais sur un projet de rénovation qui a isolation des murs, des rampants, changement des menuiseries, poêle à bois. Et le seul poste qui est pas isolé, c'est le plancher bas. Il y a une VMC double flux et ça sort en étiquette D. Alors, j'ai pas encore creusé les paramètres de la simulation, mais parfois il y a un peu des. Il faut bien aller les creuser. Là, c'est pas une simulation que moi j'ai réalisée, mais c'est une simulation d'un partenaire, donc j'ai pas accès à toutes les informations. Là, de manière similaire, chez cette personne à Saint-Laurent-sous-Coiron, je suis aussi étonné parce qu'on arrive à 177. Donc on n'est pas loin en fait du D, hein, c'est un peu tissé quoi. Du coup, c'est étonnant. Alors il faut aller bien regarder, est-ce que les surfaces déclarées sont les bonnes? Est-ce qu'il n'y a pas un paramètre d'étanchéité à l'air qui a été mal renseigné qui traîne? Il y a toute une logique comme ça qu'il faut bien regarder. Et ensuite, quand bien même, des fois, on comprend mal comment est-ce que on dirait que ça arrive plus haut en étiquette, mais c'est pas le cas. Alors c'est des choses qui sont plus ou moins favorisées. C'est vrai qu'on met une PAC dans un projet, on est direct sûr de faire des sauts de classe, quoi. C'est un peu lié au moteur de calcul du DPE, quoi. Et aussi l'altitude joue parfois. On avait un projet qui était exemplaire sur la montagne d'Ardèche, mais
1000 mètres d'altitude. Pareil, là, on sortait pas de l'étiquette D alors qu'on avait un truc qui était isolé de partout, super bien. Ouais. Alors après, sur les petites surfaces aussi, alors là, c'est pas le cas, mais sur les petites surfaces, on va être piégé parce que la consommation d'eau, c'est tout rapporté au mètre carré, on est en kilowattheure par mètre carré, donc on va avoir une consommation d'eau chaude sanitaire qui va être vachement importante par rapport Mm. au mètre carré, alors qu'elle va être la même pour tous les logements. Et après, on a un peu aussi des notions sur la compacité, quoi. Si on a un cube, ça va pas être pareil que si on a une maison qui est très biscornue, parce qu'on va avoir une surface de mur qui va être importante par rapport à la surface de sol. Donc il y a aussi parfois des biais du fait de ce rapport au mètre carré, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que ben, cette étiquette, elle peut pénaliser, notamment dans la valorisation du logement, même si effectivement, quand on a un travail qui est bien fait, l'étiquette, finalement, c'est le bout de la chaîne, on va dire. Mais malheureusement, il y a quelques limites au DPE. Tout à fait, Adrien, vous le soulignez en question-réponse. Je pense qu'on a fait le tour à ce stade des questions qui nous ont été posées. On s'était dit qu'à 19h50, on démarrerait la présentation sur la partie microdon. On est pas mal, je crois. Est-ce que en une minute peut-être, Aurélie, Marion, vous voulez revenir sur un ou deux exemples très rapides de projets qui ont pu être soutenus pour répondre à la question d'Adrien? Voilà, juste pour donner un peu de grain à moudre et l'envie d'aller faire un tour sur le site d'Énergie Solidaire avant qu'on passe sur la partie démonstration et microdon. Eh ben, tout à fait. Alors, déjà, vous pourrez retrouver des projets où on abonde des caisses d'avance, des fonds de travaux, donc avec Solia Aura, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, et Après-Mise dans la Somme. Donc là, c'est vraiment pour aller aider les ménages les plus modestes à mener à bien les rénovations énergétiques qu'on a pu évoquer. Je pense à deux autres structures, Terre de Liens, donc que vous connaissez peut-être certainement, qui favorise l'installation des ménages paysans et la préservation des terres agricoles en agriculture biologique qui rénove en fait une passoire énergétique qui est une bâtisse du XIIe siècle. Donc voilà, donc on va soutenir cette rénovation-là. Pour vous donner aussi quelques éléments, on a eu des retards parce qu'en fait, il y a eu une fouille INRAP qui a trouvé des vestiges du Moyen Âge. Donc voilà, on a un peu retardé le projet, mais c'est des éléments qui arrivent parfois. Et sinon, je pense à la structure Habitage dans le Maine-et-Loire, qui en fait mène une réhabilitation d'une maison avec une conception bioclimatique. Et là, l'idée, c'est de sortir des ménages en précarité énergétique, des ménages âgés, seniors, euh, qui viendraient à intégrer donc, cette maison collective et avec cette idée aussi de recréer du lien social. Donc nous, on aime bien aussi ces projets où derrière les rénovations, on touche aussi d'autres sujets. Par exemple, Terre de Liens, on va finalement aussi s'ancrer dans la transition écologique puisqu'on soutient durablement aussi l'agriculture biologique et puis finalement l'installation d'un ménage paysan qui proposera pour les locaux des produits bio. Donc voilà, notamment. Et j'ajoute aussi qu'on cherche aussi à maximiser le volet environnemental en fait dans les projets de rénovation qu'on soutient parce que parfois en fait ça coûte moins cher hein, de rénover j'allais dire de manière classique sans usage de matériaux biosourcés et parfois l'apport d'énergie solidaire permet en fait d'aller plus loin pour tester pour expérimenter des solutions qui soient moins énergivores et en circuit court. Donc, on cherche aussi, au travers de nos projets, à pousser ces usages-là quand on peut. Et ça, c'était un petit aspect qu'on n'a pas forcément évoqué tout à l'heure, mais qui me semblait important de porter à votre connaissance. Ouais, Voilà. je rebondis directement. Effectivement, c'est le cas dans notre programme puisqu'il y a une partie matériaux biosourcés et on a un fonds travaux spécifique dans la candidature du programme qui est dédié justement à encourager ce type de matériaux dans les rénovations qu'on accompagne. Voilà. Et ces dimensions font partie, en fait, quand on crée les appels à projets, des critères aussi qu'on demande voilà, pour les associations pour vraiment intégrer ces éléments-là. Bon, et ben merci beaucoup tous les trois. Ça méritait le fait de prendre quelques minutes supplémentaires pour en parler. D'ailleurs, certains participants comme Fred le notent. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre webinaire. On est dans les temps, donc on va prendre un petit moment. Donc maintenant, la question aussi, c'est comment soutenir Énergie Solidaire. On a vu tout à l'heure que Énergie Solidaire récolte des fonds, notamment grâce au microdon Enercop. On a à l'heure actuelle 4400 microdonateurs, c'est finalement assez peu hein, par rapport au nombre de clients Enercop. On va parler du microdon et c'est Estelle qui va en parler avec nous. Estelle, est-ce que tu as pu nous rejoindre? Absolument. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend Super. parfaitement, on te voit. Sur la conclusion, on prend un petit moment sur le microdon. On fera même une petite démo, mais je te laisse d'abord la parole pour démarrer tout cela.
Merci Ziad. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je rejoins un peu le wagon à la fin pour vous parler du coup du microdon. Vous aussi, vous pouvez mettre votre énergie au service de la solidarité avec Énergie Solidaire. Pour compléter peut-être la présentation qui vous a été faite, donc je suis responsable communication pour le fonds de dotation et je suis aussi responsable des relations donatrices. Autant vous dire que c'est moi qui suis derrière le téléphone et les mails quand il y a des petits soucis de mots de passe ou de quoi que ce soit pour vous expliquer comment on change les montants ou tout simplement vous accompagner dans votre démarche. Ce sera moi, la personne au téléphone, et on discutera et voilà, ce sera sympa. Je vais vous expliquer maintenant en quoi ça consiste. Voilà, donc ça c'est ma petite tête en plus grand. Le principe du microdon. Je vais vous l'expliquer en plusieurs étapes et puis Ziad vous fera une superbe démonstration. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le microdon, c'est qu'en fait, c'est basé sur votre consommation annuelle. C'est-à-dire qu'on va se baser sur soit la consommation que vous aviez avant d'arriver chez Enercop, avec votre ancien fournisseur d'électricité, soit elle va être estimée, soit ça va être la consommation que vous avez actuellement avec Enercop, et c'est celle qui est annuelle. Tu peux passer à l'étape d'après. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, vous pouvez donner 1 ou 2 centimes ou plus. Donc ça, c'est à vous de choisir au moment où vous souscrivez à ce microdon. Et en fait, ça va donner un certain montant. Par exemple, là, dans notre exemple de 3600 kWh par an, c'est 36 euros à l'année. On passe à l'étape suivante. Le ratio qui se fait, c'est qu'en fait, on va le mensualiser. Donc, en fait, le microdon, c'est bien un don qui est mensuel. Vous n'êtes pas prélevé à l'année, mais c'est mensualisé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le microdon. C'est qu'en fait, finalement, ces 36 euros, ils sont répartis sur toute l'année. Donc là, ça nous fait 3 euros par mois. Pour enfin donner sur la dernière étape, euh, merci, un ratio donc de 36 euros par an. Et donc, après déduction fiscale, finalement, 12,24 € à l'année. Là, je ne sais pas si ça vous a été expliqué. Chez Énergie Solidaire, c'est 66% du montant du don qui est défiscalisable. Donc, on vous envoie le reçu fiscal à partir du premier trimestre de l'année qui suit. Et puis voilà, enfin, tous les montants sont acceptés. Il y a des personnes qui nous donnent 50 centimes par mois. Il y a des gens qui nous donnent 15 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque don est important et que c'est avec ça qu'on a quand même réussi à faire rendre lauréat des beaux projets. Voilà, c'est tout pour ma partie sur le microdon et je laisse Ziad sur la partie démonstration. Merci beaucoup, Estelle, c'est parfait. Alors, pour la partie démonstration, vous allez voir, ça va être très court, hein, tellement c'est bien fait. Je ne sais pas si là, vous voyez mon écran en partage d'écran. Est-ce que vous voyez toujours la présentation ou vous voyez ma page web? Oui, on voit toujours la présentation. On voit Eh démonstration ben, du microdon. alors, je vais faire un nouveau partage et là, normalement, ça devrait le faire. Ça fonctionne? Oui, Alors, je vais augmenter un peu parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors, je vais me connecter avec l'adresse de ma copropriété, parce que je ne vais pas le faire avec le mien, je suis déjà micro-donateur, mais comme j'ai pas encore réussi à convaincre ma copro d'être micro-donatrice, je vais le faire facticement. En tout cas, je vais pas valider, parce que je vais pas le faire sans leur validation, en tout cas. Là, on se connecte sur l'espace client Enercop, classique. Voilà, c'est assez facile si vous avez vos identifiants, évidemment. Et ensuite, vous avez ici, là, vous avez la dernière facture et vous avez en dessous mon énergie solidaire. Donc, vous retrouvez le logo d'énergie solidaire et ce petit bouton qui vous dit devenir micro-donateur ici. Vous avez donc un petit rappel de ce qu'est la précarité énergétique, mais maintenant que vous savez tout, ça vous sert, ça vous servira seulement de piqûre de rappel. Pourquoi est-ce que c'est important de soutenir Énergie solidaire, mettre en place un micro-don, etc. Voilà, vous avez un petit laïus introductif, un schéma aussi hein, qui reprend un petit peu ce que tu nous as présenté, Estelle. On reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, souscrire au micro-don. Et ensuite, vous voyez, vous inscrivez ici votre email. Ici, ça serait celui de la CoPro. Tac.
Voilà, ici, on choisit la civilité, donc Madame Boursier qui nous représente. Et ensuite, ici, bah, vous avez la consommation qui est annuelle d'électricité qui est estimée, elle est renseignée d'office, vous ne pouvez pas y toucher. Et ensuite, vous décidez du montant par kilowattheure que vous allez donner et la simulation sort automatiquement. Donc, c'est ce que tu disais, Estelle. Il y a des personnes qui vont donner 50, 60, 70 centimes par mois selon l'estimation. Et puis, bah, on peut aller un petit peu plus loin dans le don. Moi, à ma connaissance, je crois que j'arrive à quelque chose comme 3-4 € par mois. Voilà, mais sans la déduction fiscale, évidemment. Et ensuite, ben, on clique sur les je pris connaissance, je souhaite ou je ne souhaite pas rester informé des activités d'énergie solidaire et valider son microdon. C'est pas très compliqué, c'est même très simple. Je pense qu'Estelle, je vais pas le valider justement parce que je vais d'abord être sûr que mes copropriétaires sont OK. Mais à mon avis, après ça, on est à peu près OK. Je te laisse préciser si besoin, s'il y a des étapes supplémentaires dans ce parcours du microdon. Alors non, en fait, effectivement, en quelques clics, c'est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une transmission d'informations qui est faite. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de re-remplir vos coordonnées bancaires. Elle se fait seulement une fois, cette transmission. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après cette étape, vous allez recevoir un mail de confirmation. Il va y avoir un écran aussi qui vous dit merci d'être devenu micro-donateur ou donatrice. Et ensuite, vous allez avoir votre espace personnel énergie solidaire sur lequel vous allez pouvoir retrouver vos reçus fiscaux, changer votre RIB. Attention, c'est important de nous le dire, sinon après on a des erreurs de banque et ça coûte un peu. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir gérer votre don, l'augmenter, l'arrêter, bien sûr, si vous ne souhaitez plus vous investir à nos côtés et vous investir vers une autre association. En tout cas, vous serez absolument libre, mais il faut bien comprendre que ce sont deux choses bien distinctes pour la suite. Merci beaucoup Estelle, il est 20h01, donc on va s'arrêter là en temps et en heure à peu près. J'espère que vous ne en voulez pas. Avant de clore, je laisse mes collègues répondre sur la question qui est de Clément sur la possibilité de dons ponctuels. Avant de clore, on a été aujourd'hui, je crois, au plus fort de notre participation. C'est un peu entre 70 et 80 personnes qui ont participé, hein, sans compter les intervenantes et intervenants. Ce qu'on vous demande, ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est un petit sondage que, a priori, Nina va lancer pour nous dire si ce webinaire a répondu à vos attentes ou pas. Voilà. Et on vous laisse y répondre. On est à près de la moitié qui a participé avec des réponses avec un niveau de satisfaction plutôt bon, voire très bon. Merci de nous dire que pour le moment, sur 52 personnes, personne n'est pas du tout satisfait. Donc, merci, c'est chouette. Évidemment, en 1 heure, et encore moins puisqu'il y a le temps de questions-réponses, mais en 1 heure, c'est très court pour rentrer voilà, dans la complexité des enjeux de la précarité énergétique, dans l'action d'énergie solidaire. C'est vraiment un sujet aussi passionnant que grave, en fait, et donc qui nécessite forcément du temps pour l'aborder. Vous êtes 88% à avoir participé. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, sur ce sondage, avec un taux de satisfaction élevé, 71% des personnes qui sont tout à fait satisfaites et 29% qui le sont plutôt. Donc, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Merci de votre participation, des questions, des remarques, de votre vision des choses. Je ne sais pas ce qui se passe sur la partie questions-réponses. Ouais, des merci, des au revoir. Effectivement, c'était condensé et on espère que ça vous a donné l'appétit de découvrir un peu plus en profondeur ce sujet. Le webinaire sera visionnable à nouveau et Énergie Solidaire reste à votre disposition à travers le site internet notamment et le contact pour répondre à vos éventuelles questions ou volonté de participer à cette action. Merci tout le monde. On s'arrête là, ça vous va? Un grand merci à toutes les personnes qui sont intervenues, hein, Aurélie, Marion, Estelle, Corentin, et à tous les collègues qui ont assuré en back-office pour les questions, les traiter, les faire remonter. C'était vraiment hyper fluide et confortable pour moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à bientôt.